Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire du cycle de webinaires sur l'énergie. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets de résilience. Voilà, crise énergétique, les sécheresses, les inondations, la crise sanitaire, les crises auxquelles les territoires ont dû faire face ces derniers temps et font encore face d'ailleurs, sont nombreuses et interrogent les moyens d'y répondre. Nous allons échanger aujourd'hui sur ce qu'est la résilience et sur les leviers à disposition des collectivités. Pour rappel, les webinaires précédents sont désormais en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez donc y retrouver le webinaire du 17 janvier, un échange sur la crise énergétique et la réforme du marché de l'électricité avec Andreas Rödinger, et le webinaire du 30 janvier sur la sociologie de la rénovation énergétique des bâtiments publics, lors d'un échange avec Viviane Hamon. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Ozano, le directeur du Shift Project, et les échanges seront animés par Régis Banquet, président de Carcassonne Agglomération et vice-président d'Intercommunalité de France en charge du grand cycle de l'eau, qui fera également l'introduction, et Anne Hébert, vice-présidente de la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche. Le format est toujours le même, les webinaires précédents. Nous sommes ensemble pour 1 h 15 et suite aux présentations, vous aurez la possibilité de poser des questions à l'oral en levant la main, ainsi que par écrit dans le menu en bas de votre écran, le module questions-réponses. Et je laisse la parole à Régis Banquet pour l'introduction. Merci. Merci. Donc, bonjour, bonjour à tous pour ce webinaire concernant globalement la résilience des territoires et tout ce qui concerne les risques climatiques. Donc, je vais vous parler essentiellement en introduction un petit peu de mon expérience. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on est maire ou président d'une agglo, comme moi, on est confronté directement, et quand je dis confronté, je veux dire physiquement confronté à une série de risques climatiques qu'on a pu connaître par le passé, mais jamais avec cette ampleur, jamais avec cette violence, jamais aussi souvent. Donc, je veux parler de tout ce qui concerne les risques que l'ensemble des territoires nous subissons aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne les inondations, bien sûr, tout ce qui concerne les incendies, la sécheresse et les vagues de chaleur. Et nous savons tous que ces phénomènes-là, globalement, ça ne va faire que s'amplifier. La question, par exemple, pour les inondations, c'est plus de savoir si telle inondation va se reproduire, si la sécheresse va revenir ou autre. La question, c'est par exemple pour une inondation, c'est où et quand. Et avec quels dégâts pour nos villes, nos villages, nos campagnes, nos concitoyens. C'est un défi sans précédent. Donc, je suis pas, enfin, je suis sûr, hein, je suis convaincu que Mathieu Ozano du Shift Project, bien sûr, il vous en parlera bien mieux que. Alors, face à ce défi, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, sur les 10 dernières années, sur nos territoires et le territoire en particulier de Carcassonne, mais c'est un peu général sur l'ensemble des territoires. Nous avons empilé des études, nous avons empilé des rapports, des plans, des schémas, des normes, quelque part. Et je dirais qu'en France, on est très fort pour ça, pour empiler tous ces schémas et toutes ces normes. Mais loin de moi, bien sûr, l'idée de critiquer tout ça, mais il faut bien diagnostiquer pour agir. Mais je dirais que on a passé notre temps quelque part à faire des PCAET, à faire des PIS, à travailler sur la GEMAPI, à travailler sur les PPRI, etc. Et donc, aujourd'hui, je dirais que quelque part, sur le papier, on peut considérer qu'on est presque prêt. Mais le problème je pense pour l'ensemble des territoires, c'est qu'aujourd'hui, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire qu'il faut de l'énergie, il faut de la détermination, il faut du courage et de l'argent. Et quand je parle d'argent, c'est le courage politique de consacrer quelque part des milliards d'euros à la résilience de nos territoires, à la protection de nos populations. Et parce que je considère que, bien oui, protéger, ça coûte cher, mais je dirais que rien faire,
ça va coûter encore plus cher, que ce soit en traumatisme, mais sur 1 million d'euros, mais surtout en vie humaine. Donc, je pense que le temps de l'action est venu. J'ai évoqué le niveau de l'État, bien sûr, et les milliards nécessaires à ce grand plan national de protection qu'il faudrait maintenant mettre en place, mais ça ne suffira pas. Nous avons tous le devoir, quelque part, d'agir sur nos territoires et, bien sûr, les intercommunalités que je représente ici sont au centre de cette action que l'on doit mener. Parce que je le dis souvent, et je le répète ici, hein, l'interco, le bassin de vie, c'est la bonne maille, c'est le bon niveau d'intervention. Parce que, un, nous connaissons nos territoires mieux que personne, et parce que nous avons la taille critique qui permet d'agir efficacement et de manière cohérente à l'échelle de nos territoires. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples de ce que nous menons au sein de Carcassonne Aglo aujourd'hui. Bon, je rappelle que c'est un territoire qui a été durement touché en 2018, hein, notamment par des inondations. On a eu, bon, je passe sur les dégâts matériels, mais on a eu quand même 16 morts en 2018. En 2020, nous avons eu des incendies monstres, pas autant que la Gironde, bien sûr, mais plus de 1 000 hectares qui ont été dévastés par des incendies. On est touché par la sécheresse, bien entendu, et plus particulièrement depuis ces derniers étés, que ce soit 2022 ou 2023, avec bien sûr des restrictions d'eau comme nous n'en avions jamais connues et les impacts évidents sur ces deux richesses que sont l'agriculture et la viticulture. Alors, face à ces risques, comment avons-nous agi sur les dernières années? Bon, je vais vous donner quelques exemples hein, pour illustrer un petit peu, ce n'est pas la totalité de nos actions, mais illustrer un petit peu le propos. Par exemple, par rapport aux inondations, on a essayé d'être dans une politique d'anticipation et d'une politique volontariste depuis 2018 et le choc, quelque part, que nous avons reçu. Nous avons engagé, bien sûr, avec certains partenaires et en particulier des EPTB, des dizaines de millions d'euros pour réaménager nos cours d'eau, nos espaces urbains. Donc, nous avons revu les espaces urbains de plusieurs communes, dans les zones, bien sûr, les plus sensibles. Et je dirais que pour protéger, quelque part, nos populations, eh bien, il faut savoir détruire. Et détruire, bien, ça coûte bien sûr cher, je dirais, au niveau financier, mais aussi au niveau humain, parce qu'il a fallu détruire certains quartiers entiers. Ça n'a pas été tout seul, ça a été douloureux pour, bien sûr, les personnes qui étaient obligées de laisser leurs habitations, bien sûr que je dirais que l'État a racheté par l'intermédiaire de l'établissement public foncier, etc., pour permettre à ces gens-là de reconstruire ailleurs, mais c'est tout un pan de leur vie qui a été anéanti, bien sûr, par ces décisions-là. Et aujourd'hui, bien, c'est des terrains qui se trouvaient sur le chemin de la rivière que nous avons quelque part libérés. Nous avons redonné la liberté à l'eau. Et ce faisant, nous avons quelque part un petit peu le sentiment de mieux protéger les nôtres. Et on se dit, les rivières débordent, elles déborderont, quoi qu'il arrive, mais avec ce que nous avons débuté aujourd'hui, avec ces réaménagements d'espaces urbains en proximité des rivières, bien, tout cela se passera peut-être avec beaucoup moins de violence et avec beaucoup moins de surprises, et notamment meurtrières. Par exemple, pour les incendies, on a imaginé notre type d'action. Je dirais l'exemple que je vais vous citer, c'est un exemple de dispositif d'alerte par rapport au feu de forêt. Donc, on a eu 1000 hectares, plus de 1000 hectares détruits en 2020. Et là encore, on sait que les incendies reviendront de par, je dirais, les températures élevées que nous avons l'été, la sécheresse, etc. Nous sommes un pays de vent hein, en Occitanie. Nous avons des vents assez forts. Et la hausse des températures crée mécaniquement les conditions de nouveaux feux. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé d'anticiper, je dirais quelque part, la réaction et la réactivité de nos pompiers. Nous avons déployé des caméras sur la plupart des antennes de téléphonie mobile qui sont présentes dans nos massifs pour surveiller en direct et en permanence, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, tout départ de feu. Donc, tout est relié, bien sûr, au centre névralgique du SDIS.
de façon à ce que sur les écrans, tout est scruté. Et ça nous permet d'avoir une réponse quasi immédiate, d'intervenir rapidement, avec une réponse la plus adaptée, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit aérienne. Parce que, faut bien se le dire, jusqu'à présent, lorsque les Canadair intervenaient, souvent sur nos incendies, c'était presque déjà trop tard. Donc voilà un petit peu ce que nous essayons d'anticiper pour les incendies. Sur, je dirais, tout ce qui touche à notre insécurité par rapport à la ressource en eau, nous avons privilégié, bon, au-delà de l'organisation de rencontres que nous avons organisées, on a fait des assises de l'eau, etc., pour mettre tous les usagers autour de la table, mais nous avons opté pour, je dirais, une démarche résolument volontariste sur bien, tout ce qui concerne la sobriété. Donc, il faudra consommer moins par rapport à cette ressource qui se fait rare aujourd'hui, qui va se faire de toute façon de plus en plus rare sur les années à venir. Juste un exemple, on est en février aujourd'hui, j'ai une commune sur mon agglomération qui est ravitaillée par des bouteilles d'eau. La source qui était présente sur cette commune ne donne plus déjà au mois de février. C'est vous dire quelque part la tension qu'il y a sur la ressource en eau. Et ça nous permet de mesurer quelque part l'urgence que l'on a à agir sur ce sujet-là. Et l'urgence, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est la sobriété, c'est la sensibilisation, bien sûr, de nos concitoyens avec des campagnes de com, etc., avec tout ce que nous avons pu mener pour accompagner, je dirais, nos concitoyens vers la sobriété, comme l'État a pu accompagner nos concitoyens sur la sobriété par rapport à l'énergie pendant l'hiver dernier. Et là, nous avons mené parallèlement à cette sensibilisation et cette campagne, quelque part, de communication vis-à-vis de la sobriété de la ressource en eau. Nous avons mené des actions qui sont plus concrètes, je dirais, avec, bien sûr, avec Suez, notre délégataire, par exemple. Nous avons travaillé à la digitalisation accélérée à la fois du réseau et à la fois des compteurs. Nous avons mis des compteurs intelligents partout de façon à détecter les fuites non seulement sur notre réseau, mais aussi chez les particuliers, en les avertissant bien sûr par SMS dès que la consommation journalière se modifie, de façon à avoir une action, je dirais, rapide sur tout ce qui peut être bien quelque part une fuite d'eau sur à la fois, je dirais, l'habitat de nos concitoyens, mais aussi les réseaux de transport. Et grâce à cette action, eh bien, alors, grâce à l'action, bien sûr, de nos concitoyens qui ont compris qu'il fallait agir sur la sobriété, grâce aux actions que nous avons menées, par exemple, à la digitalisation accélérée de nos réseaux. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'en 2023, nous avons économisé pratiquement 1 million de mètres cubes sur notre territoire. 1 million de mètres cubes, pour vous donner un ordre d'idée, on en distribuait à peu près entre 8 et 9 millions par an jusqu'à présent. Et là, nous avons économisé 1 million de mètres cubes. C'est dire l'effort qui a été fait. Nous dépassons largement les 10% d'économie. L'effort qui a été fait, à la fois, bien sûr, par nos concitoyens et, je dirais, le rapport que l'on a vis-à-vis de toute cette digitalisation que nous avons mise en place sur nos réseaux. Et je dirais, deuxième volet concernant la ressource en eau, c'est bien sûr sécuriser l'approvisionnement de l'ensemble de nos communes par, bien sûr, une interconnexion des ressources. Cette interconnexion des ressources, eh bien, c'est, juste, je vous donne un exemple, c'est une ville comme Carcassonne qui n'avait qu'un seul captage pour alimenter les 50 à 60 000 habitants qui sont à la fois sur Carcassonne et sur l'aval de cette ville-là. On n'avait que 24 heures d'autonomie par rapport, je dirais, à ce captage-là. Aujourd'hui, avec une interconnexion qui a été mise en place, eh bien, cet état-là, il a été euh, surmonté, puisque aujourd'hui, bon, ce qui était impensable hier, eh bien, aujourd'hui, nous l'avons revu. L'approvisionnement de la ville est assuré par je dirais, deux sources d'approvisionnement, ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur 2, 3 à 4 semaines avant qu'il y ait, je dirais, quelques problèmes de pénurie, ce qui nous permet de voir venir sur l'approvisionnement, par exemple, de la ville de Carcassonne. Et le dernier acte que nous avons mené conjointement, et je dirais même depuis plusieurs années, hein, depuis d'entre 7 et 8 ans,
c'est que nous avons travaillé sur le partage de l'eau avec la profession agricole, qui a une importance, je dirais, capitale pour l'économie de notre territoire, de façon à ce que ben, les agriculteurs prennent conscience de la rareté de l'eau, prennent conscience qu'il faut partager cette ressource et qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, de façon à ce que bien, l'agriculture ne monopolise pas quelque part notre ressource en eau. Et donc nous avons initié plusieurs projets avec les agriculteurs d'irrigation, projets d'irrigation qui sont basés sur le stockage des pluies d'hiver de façon à pouvoir s'en servir au moment où on en a besoin. Donc, pas bien sûr de pompage, bien sûr, dans les nappes, etc. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir à la fois, je dirais, un soutien à la profession agricole de par ces retenues et ces volumes réservés qui nous permettent de, à la fois, je dirais, garantir l'approvisionnement en eau potable, mais garantir certains volumes réservés pour la production agricole, mais également, puisque le réseau de transport, quelque part sur nos territoires, bien, c'est souvent le réseau de transport, c'est les rivières qui sont utilisées pour transporter ces stockages d'eau. Ça nous permet aussi d'agir sur la biodiversité en agissant sur l'étiage des rivières pour protéger, bien sûr, notre biodiversité et la faune et la flore qui est présente sur nos rivières. Voilà un petit peu résumer un petit peu ce que nous faisons, ce que nous comptons faire sur tout ça. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, bien loin de là, mais voilà un petit peu, je dirais, quelques exemples qui illustrent l'action que nous menons au quotidien. Ben, c'est tout simplement, nous essayons d'agir, de protéger notre environnement, nos rivières, notre biodiversité, bien sûr protéger notre ressource en eau, qui pour nous est vitale, à la fois pour nos populations, mais aussi pour notre territoire et pour notre agriculture, que nous accompagnons, bien sûr, dans un changement, à la fois, bien sûr, je dirais, sur le côté écologique, intrant, etc., mais aussi sur le côté ressources en eau, où nous essayons de diminuer d'année en année le prélèvement quelque part sur nos stockages de l'eau agricole, de façon à ce que bien, l'agriculture soit de moins en moins, même si elle est quand même dépendante, de moins en moins dépendante de gros volumes d'eau. On diminue ces volumes de façon à ce que tout ça puisse s'installer dans un partage raisonné de la ressource sur nos territoires. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction pour quelques débats. Maintenant, c'est Mathieu Ozano qui va, je crois, prendre la suite, c'est ça? Oui, alors, merci beaucoup d'avoir posé ces éléments de contexte. On pourra y revenir dans les échanges, que ce soit la question des moyens financiers humains, du dialogue local et bien sûr la sobriété dans l'usage des ressources. Et je laisse en effet la parole à Mathieu Ozano pour nous parler des stratégies de résilience. Ouais, merci beaucoup, Monsieur Banquet. Merci beaucoup, Oriane. Oriane, j'ai combien de temps là? Je peux causer avant. Je voudrais pas. Une petite demi-heure, c'est bien. Petite demi-heure? Ok. Bon, je vais essayer de tenir ce temps-là parce que c'est surtout intéressant d'échanger. Moi, je suis contrairement à Monsieur Banquet, je suis dans une position confortable. Pas juste là, je suis dans mon fauteuil, mais je dirige une action qui a vocation à entretenir une conversation démocratique consistante, cohérente sur ces enjeux à la fois de résilience et d'adaptation face au réchauffement climatique, mais de manière plus profonde de transformation de l'organisation pour tenir compte d'une réalité qui va devenir de plus en plus prégnante et de plus en plus contraignante, qui est l'entrée dans un monde où le réchauffement climatique va devenir une réalité concrète, peut-être quotidienne, et aussi un monde dans lequel il va falloir se passer des énergies fossiles. Alors, c'est confortable parce que nous, dans Shift Project, on fait ça derrière un ordinateur, on anime des groupes de travail, mais contrairement à vous, et Monsieur Banquet, aux élus qui nous écoutent, on n'est pas confronté à la propreté de la réalité des sujets dont on parle, mais il n'en demeure pas moins qu'on tâche de donner des clés pour aborder de façon saine cette tragédie historique qui est l'entrée dans le monde de la raréfaction des énergies fossiles et du réchauffement climatique.
Je vais essayer de vous présenter un peu de manière succincte la manière dont on voit les choses au Shift. Oriane, c'est bon là, c'est partagé Vous voyez Oui, un... c'est bon, c'est en Ok, plein écran. ok. Donc je vais essayer effectivement dans une demi-heure de vous donner un aperçu de la manière dont au Shift on propose de poser le diagnostic et d'aborder la thérapie. Euh, il y a cette analogie là que j'ai mis en titre de ma présentation qui traverse un peu toute la manière dont on pose le problème. Finalement, l'énergie, c'est quoi? C'est équivalent dans l'organisme complexe qu'est notre société. C'est l'équivalent du système sanguin dans un organisme, un individu comme vous et moi. C'est-à-dire que les systèmes énergétiques, c'est ce qui apporte à la lettre l'énergie et les nutriments à l'ensemble de l'organisme. Donc les pipelines, les réseaux électriques, tout ça, c'est ce qui permet fondamentalement à la société de fonctionner. Et c'est ce système qu'il va falloir transformer tout en faisant face aux conséquences problématiques du système actuel qui repose sur les énergies fossiles. Et c'est comme ça, de manière systémique, qu'on essaye de poser le problème. C'est pas un problème isolé, c'est pas le problème de l'adaptation au réchauffement climatique, c'est pas le problème de l'atténuation de nos usages des énergies fossiles. C'est un problème d'ensemble, au même titre que le système sanguin irrigue tout l'organisme, mais bien c'est une transformation, sortir des énergies fossiles, c'est une transformation totale arriver à s'organiser en se passant des énergies fossiles et arriver à s'organiser en faisant face aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre induites par l'usage des énergies fossiles. C'est tout ça qu'il faut aborder d'un bloc. C'est extrêmement ambitieux, c'est extrêmement complexe, mais voilà, c'est le grand problème à nos yeux qui est posé de notre génération. Moi, en deux mots, je vais aller vite là-dessus. Donc, je suis ancien journaliste. J'ai notamment beaucoup bossé pour le Monde. Et puis, avant de rejoindre le Shift Project et d'en prendre la direction, j'ai écrit une histoire du pétrole, qui est en fait une histoire précisément de la manière dont les énergies fossiles et le pétrole en particulier ont organisé toute la société à partir du XXe siècle. En quoi toute l'abondance énergétique dont on bénéficie aujourd'hui est tributaire d'un truc très pratique qu'on a découvert il y a un siècle qui s'appelle le pétrole. Maintenant, le Shift Project, donc le Shift Project, c'est une association loi 1901 qui est à la fois un think tank et un lobby. On a pour vocation de tâcher d'éclairer, c'est la partie think tank, la partie groupe de réflexion, et d'influencer, c'est la partie lobby, les débats sur la transition bas carbone. Alors on ne fait pas ça tout seul, on organise systématiquement autour d'un chef de projet des groupes de travail de gens qu'on va chercher pour leurs compétences, à la fois dans le monde de la fonction publique, chez des élus, dans le monde académique, dans le monde de l'entreprise, peu importe. On va les chercher pour leurs compétences et c'est pas le shift qui porte des conclusions, c'est ce groupe de travail œcuménique qui porte des conclusions auprès des décideurs. Juste un mot là-dessus, voilà, pour que vous vous représentiez d'où je parle, c'est important. Donc, on a effectivement une organisation classique d'une association. On est organisé autour d'un bureau qui est présidé par Jean-Marc Jancovici, qui a fondé le J-Project. Moi, je dirige une équipe salariée d'une vingtaine de personnes qui elle-même s'appuie sur un réseau de chefs de projet qui lui-même s'appuie sur un réseau d'experts de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'interlocuteurs. Et à côté de nous, on a une seconde association qui s'appelle les Shifters. Aujourd'hui, ils sont près de 30 000 et ils sont présents sur tout le territoire national et même au-delà. Et ils nous appuient à la fois sur la partie groupe de travail et sur la partie recherche et sur la partie influence. Aujourd'hui, on a un impact significatif dans la manière dont le sujet est abordé. On a publié juste avant les présidentielles un plan de transformation de l'économie française qui est notre vision et la vision de nos experts et de notre réseau d'experts de la manière dont on pourrait organiser, réussir précisément cette opération à cœur ouvert. Comment est-ce qu'on pourrait réorganiser les fonctions vitales de la société en leur permettant d'être beaucoup plus sobres qu'aujourd'hui en énergie fossile et en énergie de manière générale.
tout en faisant face au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, il y a eu au niveau national la création d'un secrétariat général à la planification écologique, qui est un secrétariat général nouveau, qui est sous l'égide de Matignon, et qui s'inspire beaucoup de la manière dont on pose à la fois le diagnostic et dont on propose d'aborder la thérapie. Alors, comment est-ce qu'on pose le diagnostic en deux mots? Pour nous, il n'y a pas une seule excellente raison de nous hâter en bon ordre pour nous passer d'énergie fossile et faire face au réchauffement climatique. Il y en a deux. La première, c'est le climat, qui a trait voilà, aux conséquences de la consommation de pétrole, de gaz et de charbon. Et puis il y en a une seconde qu'on oublie trop souvent, mais qui pour nous est tout à fait prégnante, en particulier pour nous, Européens, et Vladimir Poutine nous l'a rappelé, qui importons l'essentiel de nos ressources en fossiles, c'est le caractère tarissable, le caractère fini de ces ressources fossiles, qui fait que tôt ou tard, on a cette voiture balai des politiques climatiques qui a trait au fait que la production pétrolière, dans bon nombre de zones de la planète, dont nous dépendons, Européens, en termes d'importation, sont d'ores et déjà en voie d'épuisement. Donc c'est ces deux raisons cumulatives qui font que il faut être pour nous beaucoup plus encore cohérent et audacieux que nous le sommes aujourd'hui lorsqu'on parle de transition énergétique. Alors, pour parler de cette opération à cœur ouvert, il faut rappeler la place qu'occupent aujourd'hui les énergies fossiles dans ce qu'on appelle le mix énergétique mondial. Vous l'avez sur ce camembert en haut à gauche, pétrole, gaz et charbon fournissent grosso modo les 4 cinquièmes, 80% de l'énergie que l'on mobilise au quotidien viennent de ces énergies fossiles qui sont carbonées, d'où le problème du climat, et qui sont tarissables. Quand on parle d'énergie, on parle de quoi? En fait, on parle de la... C'est une grandeur physique. Il faut revenir, qu'est-ce que c'est que cette notion d'énergie? C'est une grandeur physique, tout simplement, qui mesure la capacité de quelque chose à transformer son environnement. Euh, c'est ce que j'ai représenté avec les photos en bas. Dès que vous déplacez, dès que vous chauffez, dès que vous refroidissez, dès que vous agglomérez, dès que vous détruisez quelque chose, il se passe, a lieu, est mobilisé un flux d'énergie et de puissance. Donc, quand on parle de puissance économique, là, ici, vous l'avez représenté sur ce graphique par le, la croissance économique mondiale, là, sur l'axe vertical. GDP, c'est PIB. Et si vous regardez en bas la production mondiale d'énergie, année par année au niveau mondial, si on regarde les choses vues de l'espace, eh bien, si vous regardez d'un côté croissance économique et de l'autre production mondiale d'énergie, vous avez quelque chose qui ressemble à une relation proportionnelle. Finalement, qu'est-ce que c'est que la croissance économique? C'est une croissance des transformations, réchauffer, refroidir, déplacer. À chaque fois qu'il y a une transformation physique, un flux d'énergie est mobilisé. Donc finalement, la croissance de l'activité économique, c'est une croissance des transformations physiques, donc ça mobilise de plus en plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit l'omniprésence de ces énergies fossiles, on a la thématique, M. Banquet en a parlé, de la sobriété qui s'impose, parce qu'il va être très compliqué de maintenir la quantité d'énergie qu'on mobilise au quotidien, parce que même si vous êtes très pro-nucléaire, très pro-renouvelable, ou très pro les deux, comme c'est le cas du Shift, à la fois pro-nucléaire et pro-renouvelable, il est très difficile d'imaginer remplacer en un espace de temps très court, en une génération, 80% de l'énergie qui est mobilisée au quotidien par autre chose. Parce que ces autres choses ont tous en commun d'être plus compliquées à mobiliser. C'est un peu comme ça qu'on pose les choses. Si je reviens aux conséquences de cette situation qu'on a dans notre rapport omniprésent aux énergies fossiles, eh bien, il y a le réchauffement climatique. Là, vous avez une synthèse de ça avec l'évolution récente des températures. Vous avez, c'est issu des travaux des climatologues, euh, une situation dans laquelle qu'on se place sur une évolution de 2 à 4 degrés Celsius, une situation dans laquelle, pour nos enfants, la planète va devenir peu ou prou invivable.
dans de vastes régions de la planète et on peut très bien, malheureusement, se projeter dans les conséquences que ça peut avoir sur la paix, tout simplement, sur notre planète qui est déjà sous grande tension géopolitique. Là, sur le planisphère du bas, c'est un réchauffement, la projection d'un réchauffement de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. On est déjà à 1 degré, et vous voyez que tout le pourtour méditerranéen en particulier est concerné par une évolution vers la sécheresse qui va évidemment, et on en voit déjà, M. Panquet faisait allusion, les prémices, avoir des conséquences sévères sur la capacité des sociétés à se maintenir dans leur écosystème. Ça, c'est le monde dans lequel, que l'on le veuille ou non, nous sommes en train de rentrer. Et il faut regarder les conséquences localement. Là, vous avez sur cette carte un résumé euh, des, euh, des symptômes auxquels on peut s'attendre. Alors, je disais, on a un réchauffement déjà en 2020 qui est de plus de 1 degré. Il faut comprendre que pour la France et les zones émergées, les terres, on est sur un réchauffement qui est supérieur, hein. Les océans se réchauffent un peu moins vite que les territoires émergés. Donc, en fait, la France est déjà presque à 2 degrés de réchauffement. Et eh bien, à 2 degrés, à ce niveau-là de réchauffement, on a 50% de nos forêts qui sont soumises à un stress important et soumises à un risque accru d'incendie. Euh, un stress hydrique, alors qui est assez inégal sur le territoire, mais qui peut être particulièrement sévère d'ores et déjà, et on en sait quelque chose d'ores et déjà dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, dans un avenir très proche, des pics de chaleur ou en ville, on peut se poser la question de la capacité à vivre, tout simplement, faire en sorte que l'activité se maintienne lorsque on dépasserait régulièrement des pics de chaleur de plus de 50 degrés. Parce que les villes qui sont une concentration de béton agissent un peu comme un four. Ce sont des îlots de chaleur, ce qu'on appelle. Donc tout ça, c'est des situations et évidemment, le pendant, c'est aussi dans certains bassins une récurrence systématique des épisodes d'inondation. Donc tout ça, c'est une cartographie que l'on connaît bien. Dieu merci, on a un travail en particulier en France qui est très précis sur ce à quoi on peut s'attendre. Eh bien, la responsabilité des élus, pour nous, c'est de bâtir une stratégie robuste à partir d'une situation qui, malheureusement, évolue de façon inexorable. Là, vous avez une carte un peu plus détaillée, je ne m'attarde pas là-dessus, mais simplement pour vous dire que M. Banquet disait qu'il y avait beaucoup de travaux qui ont été faits d'ores et déjà. Nous, au Shift, on a, grâce notamment au soutien de l'Intercommunauté de France, pu produire des travaux très synthétiques qui permettent en quelques pages de comprendre la situation. Il faut vraiment s'y plonger pour comprendre ici et maintenant et pour demain ce à quoi on peut s'attendre très vraisemblablement, puisqu'en fait peut-être notre seule ligne de vie par rapport à cette zone qui va être très chahutée pour nos sociétés. Notre seule ligne de vie, c'est le caractère objectivable. On est confronté à un problème qui est un problème naturel, un problème physique, enfin naturel, un problème de la nature, parce que les causes ne sont pas naturelles, mais un problème physique et qui a cette caractéristique heureuse dans cette tragédie dans laquelle qu'il va nous falloir nous polter, qu'elle est objectivable. Donc on peut regarder précisément ce à quoi on peut s'attendre. Il y aura pas beaucoup de surprises massives. Il y aura des mauvaises surprises, mais globalement, la situation dans laquelle on évolue, elle est d'ores et déjà connue et du reste connue depuis pas mal d'années. Je disais que le Shift, on a produit, je vous invite à en prendre connaissance et peut-être même à les diffuser. On a pu produire un certain nombre de travaux didactiques simples. Et typiquement, la dernière chose qu'on a faite, c'est une série de cahiers résilience des territoires par type de territoire. En quelques pages, vous avez à la fois le diagnostic et notre approche, ou en tout cas l'approche de notre groupe de travail de la thérapie, c'est-à-dire au sens de la
stratégie que peut mettre en œuvre un élu local ou un ensemble d'élus locaux au niveau de l'intercommunalité, parce que très souvent, c'est le niveau de l'intercommunalité qui est le plus pertinent pour agir, pour transformer le territoire, non seulement lui permettre de faire face au réchauffement climatique, mais transformer son organisation de façon à ce que la société puisse y être résiliente. Donc je vous invite à aller regarder ça. Je vous en donne simplement un aperçu. Euh, voilà le genre de synthèse qu'on a produit avec beaucoup d'infographies pour comprendre le comment et le pourquoi. Alors là, là ce sont les îlots de chaleur. Dans le même ordre d'idée, pour la ville, on a un peu la topologie euh, des problèmes à la fois face au réchauffement climatique et de dépendance au pétrole. L'un des éléments très forts que l'on dit, c'est qu'il va falloir se, investir. Toute la question de savoir qui investit, évidemment, mais nous, on parle assez peu d'euros, on parle beaucoup de la situation physique, mais on shift. Il y a d'autres qui donnent ce genre de réponse, on pourra y revenir, mais on ne dit pas qui doit payer, on dit surtout, on se concentre sur ce qu'il faut faire, non pas sur qui doit financer. Ça, c'est pas notre cœur d'expertise. Mais voilà, vous avez comme ça une nécessité pour nous de se projeter dans une transformation profonde des réseaux de mobilité, à la fois des personnes et du fret, avec une réorganisation possible, à notre avis, euh, de l'activité économique à partir de ce constat. Pour la mobilité des personnes, à nos yeux, et d'ailleurs, il y a pas mal d'intercommunalités qui sont pionnières par rapport à ça, il est tout à fait possible remplacer, de détrôner l'usage de la voiture individuelle pour permettre aux gens de se déplacer avec une combinaison intelligente pour faire les 10, 15 kilomètres que la plupart d'entre nous font au quotidien, guère plus. En tout cas, une bonne partie de la population fait autour de 10 kilomètres par jour. Pour ces 10 kilomètres par jour, il est parfaitement possible de se déplacer autrement qu'en voiture, c'est-à-dire de réduire à la fois les émissions de CO2 du territoire et de réduire tous les effets induits par la domination de la voiture dans l'aménagement de l'espace. C'est ce genre de réponse que l'on propose. Autre aperçu, là on a un cahier littoral, donc on va très en détail sur les enjeux liés euh, au réchauffement climatique au niveau territorial, évidemment la montée des eaux. Moi, je suis landais, ça fait partie des territoires du côté de Biscarrosse, notamment, où ça devient d'ores et déjà très concret, la montée des eaux. Et ça pose des questions qui sont graves, en fait, dans à la fois l'aménagement du territoire, mais même dans l'activité économique d'un territoire. Il y a un pendant de ça, évidemment, ce sont les territoires de montagne. Il se trouve que, pour l'anecdote, pour le petit, la petite minute vécue, là, je suis dans le Jura, dans un des coins qui est le plus froid de France, là, pour passer les vacances. Je suis allé chercher un peu de froid avec ma famille. Je suis en vacances aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de neige. Il y a un peu de neige sur le Mont d'Or qui est au-dessus de nous à plus de 1500 mètres. Et les gens ici, localement, sont un peu résignés certains restent surpris, d'autres sont résignés face à des hivers, y compris mi-février dans le Jura. Il n'y a plus de neige. Et on est allé dans une station de ski là, qui est juste au-dessus, Métabief, où en fait il y a voilà, il y a trois pistes de ski qui sont ouvertes avec de la neige artificielle. Voilà, c'est le monde d'ores et déjà concret dans lequel on est entré, qui pose des problèmes d'adaptation, qui pose des problèmes de résilience, mais qui pose plus fondamentalement, plus profondément, problème des questions graves d'évolution de l'activité économique sur le territoire, pas seulement pour les territoires touristiques, littoraux ou de montagne. Il y a aussi des questions qui sont transverses dans la transformation des territoires. Là, je vous donne des éléments sur les passoires thermiques, sur les emplois qui peuvent être menacés ou au contraire qui peuvent avoir une évolution positive de notre point de vue. En fait, on retrouve des choses qui sont valables
Je pense en particulier aux situations de précarité énergétique, que ce soit sur les transports ou sur les logements, qui sont assez homogènes en fait, hein. Des passoires thermiques, des gens qui sont en précarité énergétique, on en retrouve à peu près sur tout le territoire national. Et là-dessus, je vous invite à les regarder et à diffuser éventuellement euh, l'aboutissement des derniers travaux qu'on a fait au Shift. Je vais vous montrer les cahiers de résidence des territoires. On a également publié un site internet qui s'appelle territoireaufutur.org, territoireaufutur.org, et qui permet d'avoir une photographie, en fait, comme ça, à l'instant T, pour un territoire, vous rentrez un code postal ou rentrez le nom d'une commune, et vous avez, de notre point de vue, une photographie à la fois du diagnostic, de la situation actuelle et de la capacité, des éléments qui, à notre sens, sont déterminants, des paramètres déterminants pour construire une stratégie de développement économique, de programme d'équipement, d'investissement cohérent pour faire face à cette évolution. Voilà, donc nous, on propose, alors encore une fois, dans la position confortable du crâne d'œuf parisien, qui a ses limites, on est bien d'accord. On propose un certain nombre d'évolutions dans l'attitude. Euh, du reste, M. Blanquet y faisait allusion et j'ai retrouvé certain nombre de préceptes un peu qu'on a essayé de résumer ici sur ce graphique. Mais c'est clair que pour nous, une mise à jour du logiciel de l'élu local profonde, à la hauteur de l'enjeu historique face auquel on est confronté, qui qui vont demander à la fois beaucoup de cohérence et d'audace, et fondamentalement de courage, puisque vous le savez mieux que moi, le maire, c'est la première personne vers laquelle on se retourne quand il y a des problèmes. Euh, et donc, finalement, on se rend compte que cette transformation profonde, cette opération à cœur ouvert, il va falloir réussir à, à accomplir en une génération. Elle va fondamentalement se jouer au niveau des territoires. C'est pas juste qu'est-ce qu'il faut faire, c'est fondamentalement, peut-être plus davantage, qui fait et comment on fait pour arriver effectivement à la fois à nous passer de l'énergie fossile d'ici une génération et à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Voilà. Voilà un peu résumé notre approche. Peut-être que pour finir, je peux ouvrir un petit peu j'en ai pas parlé sur la seconde excellente raison. S'il me reste quelques minutes, Oriane, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire? Oui, oui, c'est bon. Ouais, ok. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas une seule raison, le climat, il y en a deux. La seconde tenant au caractère tarissable des énergies fossiles. Je voudrais peut-être finir là-dessus. Donc, sur le caractère, sur le réchauffement climatique, il faut quand même comprendre que la situation, je m'y attarde encore quelques minutes, continue à évoluer, hein. S'adapter au réchauffement climatique, ça n'est pas s'adapter au niveau des températures actuelles, c'est s'adapter à ce que ça va être dans une génération. Et le processus va continuer, va s'intensifier, va s'aggraver. Finalement, on est entré dans une navigation entre Charybde et Scylla, mais on est à peine rentré dans le détroit de Messine aujourd'hui. On est à peine au début des prémices de la situation extrêmement délicate qu'il va nous falloir à laquelle il va nous falloir faire face en tant que société. Euh, on parle par exemple je disais tout à l'heure que le- les forêts françaises vont être gravement, et du reste, encore une fois, je suis dans le Jura, on voit l'état des épicéas, ça fait partie des essences d'arbres qui sont en mauvaise santé aujourd'hui, on le voit très clairement. Euh, or, la biomasse, et en particulier les forêts, sont censées être très importantes pour absorber une partie du CO2 que l'on émet. En fait, la situation est une situation de crise. Aujourd'hui, vous avez là sur ce graphique à droite, vous avez une projection qu'on a dans les documents de référence, la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, de la capacité de nos forêts à absorber du CO2, c'est-à-dire à atténuer un petit peu l'intensité des émissions de CO2 dans l'atmosphère. En réalité,
le parc forestier est en mauvaise santé aujourd'hui et les derniers constats sur la capacité d'absorption de CO2, vous les avez sur ce graphique, qui sont très en deçà, malheureusement, de ce que l'on espérait. Donc il faut, quand je disais qu'il n'y aura pas de surprise dans l'évolution, en réalité, c'est vrai à grande échelle, à grands traits, sur les paramètres, les grands paramètres qui vont être affectés, euh, les précipitations, la sécheresse, euh, les vagues de chaleur, etc. On sait à peu près les zones qui vont être les symptômes auxquels il faut s'attendre. Par contre, sur la nature de ces symptômes, là, on peut s'attendre, et il faut anticiper de très mauvaises surprises. Voilà. Typiquement, là, les derniers rapports qui ont été donnés par le CITEPA sur l'absorption de CO2 par la biomasse en France, c'est pas une surprise, mais disons, c'est le mauvais versant, c'est vous voyez, hein, quand vous allez chez le Toubib, on vous dit, bah, vous avez un écart type, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi se passer très très mal. Eh bien, dans un certain nombre de cas de figure, il faut aussi que, en tant qu'élu, en tant que citoyen, on ait la lucidité et le courage adulte d'anticiper des situations où, en fait, ça va pas se passer comme on espérait que ça se passe au mieux. Voilà. Euh, Un dernier élément, toutes ces évolutions territoriales, elles se passent dans le contexte d'une enveloppe de capacité d'émission qui est très contrainte. Donc ça, c'est le versant atténuation, il faut en dire un mot. Il va falloir ça, on doit faire évoluer nos territoires pour les adapter aux impacts du réchauffement climatique, mais il ne faut pas oublier que tout ça va se faire, doit se faire, dans une stratégie nationale où on a prévu de passer de l'énergie fossile. Donc là, vous avez résumé ça, hein, c'est ce qu'on appelle le budget carbone. Le grand rectangle marron, noir, là, c'est sa surface représente la quantité d'émissions de CO2 auxquelles on a droit pour éviter un réchauffement de plus de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Et chaque carré est une année d'émissions. Donc vous voyez, ça va très vite. C'est pour ça que je dis qu'on a une génération pour réussir le tour de force historique consistant à se passer de l'énergie fossile. Et puis si on ramène ça à l'échelle d'un individu, ça c'est très important d'avoir ça en tête. Euh, J'imagine que si vous prenez le temps de participer à ce séminaire ce matin, c'est que c'est des éléments que vous avez un petit peu en tête, mais il faut que nos concitoyens, qu'on sache tous, en fait, précisément ce diagnostic. Voilà, c'est les postes d'émission, classiquement. Hein, on est un citoyen français moyen, si j'ose dire, est à 10 tonnes d'émissions de CO2 équivalent par personne. Il faut arriver d'ici une génération à ramener ça à 2 tonnes. Et on voit effectivement le poids des transports, de l'alimentation, du chauffage, des équipements domestiques. Et puis la dernière partie qui a trait au caractère systémique, voilà, les infrastructures, les choix politiques qu'on fait. C'est tout ça, c'est en cela qu'on est confronté à une évolution qui est systémique et qui est complexe et qui va réclamer une conversation démocratique de très grande qualité si on veut ne pas s'échouer sur les récifs. Et cette conversation démocratique, elle commence au niveau local. Voilà. Et puis, dernier élément, j'avais dit que je voulais conclure là-dessus, notamment parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Alors, c'est en anglais. Ne vous inquiétez pas, essayez pas de lire. Je vous représente le tableau. Je disais qu'on a une seconde. On appelle ça, nous, au chiffre, la seconde contrainte carbone. Excusez-moi. Une seconde excellente raison de nous passer d'énergie fossile qui a trait au caractère tarissable de ces énergies. Bon, bah là, vous avez une représentation de ça. Donc, ce camembert, ce cercle, représente les sources d'approvisionnement en pétrole brut de l'Union européenne par pays. D'accord? Donc, vous voyez, hein, la Russie, le Kazakhstan, le Nigeria, etc., jusque, si vous faites le tour, la Norvège, les États-Unis. En fait, voilà, c'est le pourcentage de la consommation de brut de l'Union européenne en fonction du pays d'origine. Bon, tous les pays qui sont en rouge, tous les pays qui sont en rouge, d'après une des sources de référence sur le sujet, qui c'est une société qui s'appelle Rystad, dont vous voyez le nom en haut, à droite, Rystad, tous les pays qui sont en rouge sont soit déjà en voie de tarissement, leur production est en train de décliner, tout simplement parce que les puits de pétrole, les zones pétrolifères s'épuisent,
soit voisinent le déclin, sont proches du déclin. Et au premier chef de ça, on a la Russie. On sait depuis l'invasion de l'Ukraine tous maintenant que un tiers du pétrole qu'on consommait avant l'invasion de l'Ukraine vient de Russie. Il se trouve que la Russie fait partie des producteurs qu'on appelle matures. Matures, ça veut dire qu'ils sont à leur maximum de production et qu'ils sont, et de l'aveu même du Kremlin, c'est le constat également de l'Agence internationale de l'énergie, tout proche d'un stade où la production russe va entrer irrémédiablement en déclin. Un déclin graduel. C'est pas la dernière goutte d'un coup, mais vous voyez, c'est ça la voiture balai. Une situation dans laquelle, de bon gré, pour faire face au réchauffement climatique, il faut qu'on s'organise collectivement pour nous passer l'énergie fossile, et de force, parce que nous, Européens, importons quasi-totalité de notre pétrole, et que ce pétrole vient, dans le cas de la Russie, dans le cas du bloc ex-URSS, ou dans le cas du continent africain, de pays qui sont soit déjà très avancés, de nombreux pays africains, dans le déclin de leur production, soit qui sont, et c'est le cas de la Russie, au bord du déclin. Voilà. Et ça, c'est un élément pour moi c'est un élément du diagnostic qui n'est pas agréable à regarder en face, et du reste, c'est peut-être pour ça qu'on en parle assez peu, mais qui est tout à fait concret, et qui est tout à fait bien connu des pétroliers, et qui pour nous est une seconde excellente raison d'ouvrir les yeux sur une situation historique extrêmement périlleuse euh, pour nous, Européens, et pour nous, Français. Mais c'est pas pour ça, à mon sens, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant au Chip Project, il n'y a pas des issues heureuses dans la manière dont on peut reconfigurer, réussir cette opération à cœur ouvert et réorganiser, parfois par des choses assez simples, la façon dont nos sociétés fonctionnent, et dont la société française fonctionne, du point de vue de ses systèmes techniques et énergétiques, pour offrir à nos enfants et à leurs enfants un mode de vie beaucoup plus pérenne et beaucoup plus sain. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette présentation des enjeux. Avant de passer à un temps d'échange, je vous propose d'entendre aussi le témoignage d'Anne Hébert, dont la communauté de communes est engagée dans une démarche de résilience accompagnée par l'ADEME et qui a fait face à l'automne à une tempête qui a justement interrogé un peu toute cette politique mise en place. Oui, merci, merci beaucoup. Donc, Anne Hébert, d'où je parle, je suis vice-présidente d'un territoire, une communauté de communes qui s'appelle Côte-Ouest Centre-Manche, donc en Normandie, territoire très rural, peu dense, qui est situé sur une presqu'île. Donc, effectivement, toutes les questions de submersion, d'érosion et de tempête, on n'en a pas parlé, on est vraiment au cœur du sujet. Donc, depuis déjà de nombreuses années, nous, on s'était engagé dans un tas de dispositifs. J'ai bien aimé la présentation de Régis Blanquet sur tout ce qui est voilà, les différents documents, mais nous, voilà, on s'est engagé dans le Territoire durable 2030, un agenda 21, le plan climat, mais notre conviction, vraiment, c'était de travailler au maximum avec. Alors, on est une petite communauté de communes, hein, 22 500 habitants, mais notre idée, c'était de travailler avec les citoyens, les associations, les acteurs locaux pour accompagner le changement. Et ça, c'est toujours quelque chose qui nous porte, en fait, parce qu'on se dit que face à ces aléas et ces extrêmes, ces situations extrêmes, euh, faut vraiment s'attaquer à cette question de changement psychologique et culturel et que ça ne sera pas uniquement l'innovation technologique qui va nous aider. Et donc, voilà, donc ces différents changements, on est beaucoup sur la formation, on a fait des formations avec les techniciens des communes, avec les élus communaux et intercommunaux. On est beaucoup sur ces démarches-là. Et donc récemment, l'ADEME de Normandie cherchait 10 territoires pour travailler sur une démarche de résilience. Donc, depuis, alors c'est assez récent encore, hein, on n'a encore pas tous les effets, mais juste ce que j'aimerais exprimer sur cette question-là, c'est que on a pu bénéficier vraiment d'une formation autour de cette question de la résilience. Et je dirais que quand on parle résilience territoriale, on est encore dans un autre monde. Je trouve que c'est encore plus fort puisque là, on est vraiment
face aux aléas et à ce qu'on risque de subir. Et justement, pour ne pas le subir, comment est-ce qu'on peut faire? C'est beaucoup plus fort finalement c'est beaucoup plus engageant comme démarche. Et en tant qu'élu, on s'est dit que là, ben, ça rejoignait aussi des questionnements qui dépassaient uniquement la question énergétique. Euh, Comment faire face, comment anticiper, comment s'adapter à ces questions d'aléas climatiques qui vont arriver et ces situations extrêmes. Moi, je me dis toujours, bon, il faut qu'on s'organise pour déjà trouver des solutions sur nos territoires, des réponses à des questions complexes. Mais en fait, le gros problème, c'est on connaît encore pas toutes les questions. Donc, c'est vraiment une question d'organisation. Et ben, cette formation, cet engagement dans la résilience nous a vraiment confirmé cette obligation de réfléchir avec et de faire avec. Et du coup, nous sommes en train de développer deux choses. Euh, un travail avec des producteurs de lait, donc les agriculteurs, puisqu'on pense que tout ce qui a trait au vivant et au travail avec ben, les agriculteurs, c'est très important parce que eux ont quand même pas mal, enfin, connaissent très bien le vivant et maîtrisent beaucoup le vivant d'un territoire. Donc, on travaille avec les producteurs de lait, hein, on fait une expérimentation et la filière. On essaie de les faire réfléchir ensemble. Alors, on les a formés à la question de la résilience territoriale et énergétique et bah, voir ensemble comment co-construire des actions, comment mettre en place des actions collectives pour faire face ben, à la raréfaction d'énergie. Et puis notre deuxième action, ça sera de travailler avec les services internes de l'EPCI pour organiser justement au niveau des différents services cette question de la résilience, aussi bien former l'ensemble des services, mais aussi organiser la manière dont on abordera ces questions dans nos projets. Donc cette deuxième partie n'est pas encore en place. Alors, ce que je peux dire pour terminer sur cette question de résilience, c'est que, euh, en fait, le travail qu'on a généré avec les producteurs de lait, qui est encore en cours, hein, ça va se finir là dans un mois, on va voir vraiment ce qui va être sorti de ces différentes actions et réflexions. Juste pour faire un petit clin d'œil, c'est arrivé le lendemain enfin, quelques jours après la tempête Ciaran. Donc la tempête Ciaran dans la Manche, on a quand même, enfin, on a été fortement impacté et il y a eu une coupure d'électricité, coupure du téléphone, coupure d'internet sur entre autres ma commune. Mais je suis également maire d'une petite commune et je peux vous assurer que là, toute la formation qu'on avait pu recevoir par l'ADEME sur la résilience, j'ai vécu en direct les qualités pour lesquelles il fallait enfin, la manière dont il fallait qu'on s'organise pour pouvoir anticiper ce projet. Et très sincèrement, la réflexion collective est un des éléments les plus importants parce que pour pouvoir avoir des solutions qui soient vraiment adaptées au territoire, qui correspondent bien aux forces du territoire et qui permettent d'anticiper les faiblesses, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Et tout simplement, je prends toujours ce petit exemple. Euh, Nous, sur ma commune, on a un congélateur collectif. Euh, on avait 80 cases de congélation de surgélateurs de viande de l'ensemble de la population. Et donc, ben, au bout de 24 heures de coupure d'électricité, ça pose des problèmes. Et ben, pour trouver la solution, on l'a sauvé grâce justement aux agriculteurs qui avaient là un matériel, l'autre a pris ce qu'il fallait. Enfin, c'est un petit exemple un peu peut-être simpliste, mais voilà. Et donc on a réussi à sauver à sauver le congélateur communal. Voilà. Mais suite à ça, l'ensemble des élus de toutes les communes, de la communauté de communes, on s'est dit, il faut vraiment qu'on réfléchisse à s'organiser au mieux face à ces gros aléas, à ces situations où on s'est trouvé, pour certains, même sans eau, hein, pendant plusieurs jours. Sur ma commune, c'était 48 heures, mais il y en a qui sont allés jusqu'à une dizaine de jours. Et on sent aussi la tension sociale qui vient derrière. Je peux vous assurer que, par exemple, personnellement, au bout de 48 heures, la nuit, on attendait le retour de l'électricité. Je me suis dit, il faudra absolument faire face enfin, aller voir chacun des habitants pour voir où ils en sont d'un point de vue, ne serait-ce que moral. Voilà, donc
pour revenir donc à la résilience territoriale, c'est un sujet qu'il faut effectivement prendre à bras le corps et ça va répondre également au sujet que soulevait mon collègue Régis Banquet sur comment on s'organise pour faire face à ces solutions, comment on devient plus intelligent, comment on se transforme face à ces aléas, comment certes, on va pouvoir anticiper, s'adapter, mais comme on ne connaîtra pas tous ces événements qui vont nous arriver, il va falloir se transformer. C'est comment on accompagne cette capacité à se transformer, cette capacité à faire ensemble. Voilà, j'essaie d'être assez court sur mon témoignage, mais tout ce qui a été dit après, aussi bien par Monsieur Ozano ou par Régis Banquet, bah voilà, reviennent vraiment complètement en boomerang et on est totalement convaincu sur notre territoire qu'il va falloir qu'on avance sur cette question de la résilience parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir continuer à vivre finalement dans nos territoires. Voilà. Merci pour votre témoignage. Nous avons du temps pour des questions, si tout est en posé dans l'onglet questions-réponses ou alors à l'oral. Jean Réveraud, vous aviez réagi dans le chat. Hop, je vais vous permettre de réagir à l'oral si vous souhaitez. Oui, moi je voulais. Vous m'entendez bien? Je ne sais pas si. Oui, c'est Euh, bon. Moi, je voulais d'abord remercier les témoignages parce qu'on voit bien que pour ce qui est de Régis et d'Anne, on est dans le concret et une accélération en plus des rendez-vous avec des événements qu'on ne connaissait pas. Euh, et remercier aussi le Shift parce que franchement, le travail qui est fait, et notamment l'aide au territoire avec le site sur les futurs des territoires est intéressant. Mais pour moi, se pose la question de la façon dont on parle des engagements qu'il faut prendre et de la vitesse à laquelle on s'engage. Et on n'est quand même pas tout seul et on n'est pas au pays des bisounours. Et quand les climato-sceptiques disent, et notamment une frange de l'échiquier politique français, disent que de toute façon, ça sera de l'écologie punitive, donc toutes les mesures qu'il faudra prendre. Moi, je me pose toujours la question, sous quel angle il faut reprendre ça pour montrer que là, si on doit bouger, on doit faire aussi valoir en même temps une forme de justice sociale dans le changement. Quels sont les angles, comment on s'en sort, quoi. Et si je rajoute à ça l'amour qu'on a pour nos bagnoles, euh, la difficulté qu'on a aussi à se dire que ce qui vient d'en haut est la bonne solution, c'est extrêmement compliqué. Donc c'était une question d'abord pour Monsieur Ozano, mais je sais que nos collègues le traitent aussi, c'est comment finalement on met de la justice sociale dans cette transition impérative. Ouais, je suis presque gêné pour prendre la parole parce que je pense que Madame Hébert et Monsieur Banquet ont des choses beaucoup plus euh, tangibles. Ce que je peux dire simplement par rapport à la question d'équité, j'en ai donné un aperçu tout à l'heure, les, les niveaux de précarité énergétique. Euh, pour nous, donc c'est le premier élément, hein, c'était le fond peut-être de la révolte des Gilets jaunes, ou les agriculteurs, enfin la révolte récente là, du côté du monde agricole. Nous, il nous semble que ça soit sur la mobilité ou sur le logement, qui sont quand même deux gros morceaux de la question de la transition de la carbone, si on s'y prend correctement, on peut donner de l'air dans le budget des ménages. Pour nous, ce qu'on a montré notamment sur la mobilité dans un travail qui est en ligne, hein, on a travaillé sur tout l'ensemble de la vallée de Seine, plus une bonne partie du territoire normand, avec une modélisation assez fine en se projetant sur les budgets d'investissement public et à la fois sur les budgets des gens qui se déplacent. Pour la mobilité quotidienne, pour nous, alors c'est effectivement, on est un certain nombre à être amoureux de la bagnole, mais il est parfaitement possible de détrôner l'usage de la voiture au quotidien et ce faisant, moyennant des investissements qui n'ont rien à voir avec l'argent que la société a pu mettre dans les autoroutes ou dans les lignes de TGV, c'est des équipements qui sont beaucoup moins onéreux. Vous pouvez parfaitement offrir à vos concitoyens une capacité à se déplacer pour ceux qui font qui font autour de 10 km par jour et qui sont c'est bonne santé, un moyen de se déplacer autrement que seul dans leur voiture, c'est bien seul dans leur voiture. Euh, Ce faisant, vous pouvez leur permettre de réduire de plusieurs centaines, voire
milliers d'euros leur budget mobilité. Et vous pouvez faire une démonstration analogue. Alors, évidemment, elle est virtuelle parce que très peu de collectivités locales sont allées aussi loin pour l'instant, mais il y a un mouvement qui est enclenché. Les phénomènes de précarité grave énergétique des gens qui se chauffent pas l'hiver parce que c'est trop cher de payer le gaz et le fuel. Là encore, c'est un registre dans lequel, si les politiques publiques sont bien faites, si les politiques publiques sont bien faites, vous pouvez donner de l'air aux ménages les plus modestes. Monsieur Banquet ou Madame Hébert, si vous souhaitez réagir aussi. Bon, enfin, pour répondre à la question de Jean, hein, il y a plusieurs. Enfin, moi, j'ai plusieurs réponses à apporter. La première, c'est par rapport aux climato-sceptiques, enfin, toute cette frange qui toujours est en train de dire ça coûte cher, c'est pas normal, ou ça sert à rien, ou enfin, etc., etc. Tous ces gens-là qui sont pas quelque part conscients de ce qui nous arrive. Moi, je peux te dire que lorsque une catastrophe naturelle arrive, tout le monde devient conscient. C'est malheureux de parler comme ça, c'est très malheureux, mais je peux te dire que depuis les inondations, moi, j'ai pas un élu qui vote contre la taxe Gemapi. Pas un seul. Tous sont favorables à cette taxe-là parce qu'ils ont subi dans leur chair ou dans leur quelque part hein, la destruction d'équipements publics ou de maisons individuelles ou de vies humaines, etc. Donc, il y a. Alors, c'est malheureux d'en arriver là, mais presque, c'est quand la maison brûle qu'on s'aperçoit que il y a un risque d'incendie. Euh, bon, ça c'est la première chose. Quand un territoire a subi quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'imposer des politiques qui vont dans le sens de cette résilience-là. Et puis après, il y a il y a toute notre technostructure et toutes les façons d'adapter, par exemple, au niveau mobilité, qui aujourd'hui ne sont pas des plus favorables. Moi, aujourd'hui, j'ai demandé, par exemple, à mes services de réfléchir à la gratuité du transport. Immédiatement, la réaction de mes services, c'était: ah non, 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 il ne faut pas le faire, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, en fait, c'est 1 million d'euros. Pour l'agglo de Carcassonne, l'histoire, c'est 1 million d'euros. Est-ce que dans un avenir à moyen et long terme, ce 1 million d'euros, on va pas, quelque part, c'est pas un investissement pour nous, pour, je dirais, réduire notre empreinte carbone et faire en sorte que notre territoire soit plus viable. C'est toutes ces questions-là. Et cette question-là, pour emporter quelque part notre population dans cette démarche-là, je trouve que on- on devrait, enfin, moi par exemple, excusez-moi, hein, mais je découvre aujourd'hui Territoire de futur. Là. Alors pendant que vous parliez, je suis allé voir. C'est génial. Et tous ces arguments quelque part qui sont présents là-dedans vont me permettre d'aller beaucoup plus loin et d'essayer de convaincre. C'est des arguments qui vont me permettre de convaincre. C'est intéressant. Et vous êtes là quelque part pour ça, pour nous aider à convaincre. Et moi, enfin, je suis très heureux d'avoir découvert ça. Ça va me permettre mais d'aller un petit peu plus loin. Par exemple, on est en pleine révision de mon PLU, mais je sais qu'il y a deux, trois actions là que je vais pouvoir mettre en place plus facilement pour embarquer quelque part mes élus, mais aussi ma population dans cet effort quelque part, parce que c'est toujours un effort d'être résilient. Et cet effort-là, il est important qu'il soit bien vécu avec un objectif de moyen-long terme où on sait qu'on va quelque part apporter quelque chose. Et pas simplement dire, bon, il faut plus utiliser la voiture et quelque part, la personne le prend comme une pénalisation, comme une punition, quelque part. Et oui, il faut moins utiliser parce que ceci, parce que cela, et amener quelque part les arguments. Moi, je suis sûr qu'on peut embarquer petit à petit. Ouais, ça ne fera pas en 6 mois, hein, mais petit à petit, on peut embarquer les gens dans cette trajectoire.
Oui, peut-être juste pour compléter vos propos, pour embarquer, il faut aussi montrer qu'il y a des choses qu'on fait déjà en fait bien. Il n'y a pas que il y a pas que du négatif. Et lorsqu'on est autour d'un sujet, on se dit ah bah oui, déjà on fait ça, c'est dingue. Et quel effet ça peut avoir par rapport à cette situation problème? Alors c'est vrai que voilà, dès qu'on peut avoir des cartos, des choses qui sont vraiment très concrètes et qui nous donne une clé de lecture de notre territoire différente, ah, ça nous aide parce que sinon, c'est vrai qu'on rame un peu. Il y a des élus très convaincus et puis après, il faut embarquer tout le monde. Donc, quand on a des sujets sur lesquels on peut se réunir, et je crois qu'il faut se dire, bah, notre territoire, sur ce point-là, on a une ressource. Mais par contre, bon, sur ce point-là, bon, on n'est pas trop bon, donc comment on pourrait faire? Et puis, c'est l'amélioration continue aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu d'urgence et en même temps, faut prendre du temps. Donc, c'est ça aussi, c'est ce curseur-là, il n'est pas toujours facile. Enfin, faut tenir en haleine toujours et en se disant, il y a toujours du possible. Hein, moi, je dis toujours, c'est quand on monte une montagne, bon, ben, pour arriver au sommet, il faut mettre un pied devant l'autre. Donc, c'est un peu ça qu'il faut arriver à faire comprendre aussi aux élus et des fois aussi aux gens très engagés dans ces démarches-là qui pensent qu'on va pas assez vite. Mais si on veut embarquer, on peut pas non plus aller trop vite parce que après, plus personne suit derrière. Donc voilà, c'est une subtilité de rythme en fait à avoir et avec des objets très concrets. Autour de l'énergie, je dirais que c'est un petit peu peut-être un peu plus facile autour de l'énergie parce que ça touche plus vite au porte-monnaie. On arrive à faire bouger les curseurs. Mais il faut pas être tout le temps dans moins de trucs, même si finalement, ça sera certainement la solution. Mais voilà, on a aussi des opportunités, des forces internes, culturelles, sociales, ressources, etc., sur nos territoires qu'il faut absolument valoriser pour avancer. Jean, vous souhaitiez réagir à Oui, nouveau? mais je voulais compléter la discussion parce qu'en fait, ce qui me gêne toujours, moi, c'est que nous, on est dedans, donc on a à la fois le fond pour raisonner correctement, on voit les enjeux, mais on mesure aussi le temps qui passe. Moi, j'entends bien ce que dit Régis, hein, quand les événements se produisent, ça change les mentalités. Il y a des règles en sociologie qui montrent qu'on évolue plus rapidement sur sa façon de penser quand il y a des événements qui se créent. Mais bon, on ne va pas attendre non plus qu'il fasse 50 degrés l'été pour réagir. Donc la question, c'est est-ce qu'on continue à utiliser des mots comme résilient, parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment très conceptuel. Est-ce que finalement, on ne devrait pas plutôt s'appuyer sur le fait que dans la catégorie d'âge des 20-35 ans, les films d'horreur, c'est ce qui fait le choix premier pour presque un tiers de ces gens qui regardent ça. Parce que finalement, l'horreur, elle est là. Pourquoi on ne dit pas, est-ce que c'est une hypothèse que de montrer à quel point ça va être horrible. Parce qu'en fait, s'il faut bouger quelque chose, ne pas attendre la catastrophe. Alors après, on y rajoutera dans les réponses peut-être les questions positives, encore une fois, d'embarquer collectivement, de dire aussi où sont les injustices, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas des sujets pour dire que la consommation, elle doit être raisonnée. Est-ce qu'on ne pourrait pas revendiquer d'une certaine manière aussi des formes plus globales comme un pass climat qui donnerait à chaque ménage une capacité à consommer sur son logement, sur ses déplacements, à produire du carbone, donc avec des ajustements qui seraient financiers pour permettre de faire les travaux pour qu'il y ait des résultats positifs pour chacun. Enfin voilà, pour moi, il y a plein de choses qui m'interrogent sur la façon dont on dit les choses, en sachant encore une fois que ça passe, ça s'accélère très vite quand même, et que notamment sur toutes les technosolutions, je pense notamment en termes d'énergie, où on a une programmation pluriannuelle d'énergie qui nous emmène vers une importance assez considérable du nucléaire, alors que le nucléaire, il va rien changer dans les 15 ans qui viennent, alors qu'on a besoin concrètement de baisser notre consommation d'abord aujourd'hui. Moi, ça m'inquiète un peu de continuer à utiliser des mots aussi forts que résilience, parce que c'est pas compris de tout le monde. Alors, je vous laisse chacun réagir dans cette question des mots et même des imaginaires plus largement et également partager votre mot de la fin. Peut-être, enfin, je me lance. Moi, je crois que, en fait, on manque dans deux choses dans notre société, c'est de refaire débat, un vrai débat démocratique en acceptant l'altérité, la différence et en essayant de trouver justement. Donc, ces questions-là, elles nécessitent un débat puisque derrière, c'est quand même comment on va vivre ensemble avec cet enjeu-là, enfin, ces problèmes-là.
Et puis, c'est la transversalité. Il faut, on pourra pas, enfin, on peut pas prendre que par un prisme. On est obligé. Donc, ça oblige à faire du débat. Ça oblige à remettre ça, cette question du débat démocratique, dans notre façon de faire. Et ça cassera justement les fonctionnements en tuyau d'orgue. On s'obligera à écouter peut-être justement des personnes qui ont des solutions et auxquelles on ne pense pas forcément. Ou voilà, on va réussir à co-construire quelque chose. Et ce débat-là, cette question du débat, elle est, elle est pour tous les sujets de société, en fait, hein, pas uniquement celui-là. Et c'est vraiment ce qui manque pour qu'on puisse avancer. Donc, résilience ou pas résilience, moi je dirais à la rigueur, c'est parce que ça donne un cap supplémentaire, c'est peut-être un peu conceptuel, c'est vrai. Mais quand on met les gens autour de la table, autour d'un sujet, et que vraiment on est sur un véritable débat avec une manière de débattre, une écoute et des échanges, on avance. Et c'est peut-être à ça qu'il faut s'accrocher. En tout cas, moi j'y crois et je m'y accroche. Moi, juste brièvement pour répondre à Jean, hein, moi, résilience, c'est un mot qui ne me plaît pas, parce que je ne l'ai jamais trop compris. C'est conceptuel, quelque part. Et quand je parle de résilience à mes concitoyens, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas trop ce que c'est. Par contre, quand je leur dis qu'est-ce que vous voulez, quel territoire vous voulez pour demain, quelle vie vous souhaitez pour demain, comment vous souhaitez vivre demain, quel est voilà, votre rêve pour demain, mais là, de suite, ils répondent. Alors, ils répondent pas tous, parfois dans le bon sens. C'est pas ce que je veux dire, mais au moins, ça ouvre le débat, ça ouvre des perspectives. Parce que moi, je suis d'accord avec Anne, il faut vraiment que les gens s'emparent de ce sujet. Et pour qu'ils s'en emparent, c'est à nous aussi à ouvrir le débat et à les associer quelque part à nos projets, nos décisions, nos projets de territoire, et de façon à ce que, je dirais, quelque part, la mayonnaise prenne sur nos territoires. Mais enfin, ce n'est qu'une partie du problème, parce que nous sommes profondément liés à l'ensemble du monde. Et on le voit, euh, que ce soit les sources d'énergie qui se tarissent, que ce soit les climats qui vont changer, par exemple en Afrique, qui vont engendrer de l'immigration, etc., des changements entiers de vie pour certains territoires mondiaux, etc. Enfin, je dirais, ça va au-delà, je dirais, du simple débat local. Le débat local, bien sûr, il est important, bien sûr, il faut qu'on le mène, bien sûr, il faut s'y plonger, s'y investir, etc., pour que nos territoires puissent avoir des perspectives pour demain et qu'on puisse associer, bien sûr, au maximum de nos concitoyens et notre population. Mais il faudra que nous soyons, alors je dirais la France, mais toute l'Europe, hein, euh, force, je dirais, de persuasion, de conviction pour que, au niveau mondial, on puisse aller beaucoup plus loin. Parce que quand j'entends, bon, alors est-ce que le message est un peu, est un peu flouté, ou etc. Mais quand j'entends d'un côté parler Trump aux États-Unis, quand j'entends Poutine, quand j'entends certains dirigeants africains, etc., on se pose des questions sur le devenir de notre terre, tout simplement, hein. Et à ce niveau-là, je crois il faut pas partir sur des dogmes, parce que si on commence à parler dogmatique, c'est mort, on se fâche avec tout le monde. Il faut convaincre, mais convaincre, ça prendra beaucoup de temps. Et ça nous demandera beaucoup d'énergie, énergie au sens figuré du terme, parce que cette énergie qu'on a en nous et qu'il faudra qu'on déploie pour convaincre l'ensemble des pays qui sont aujourd'hui beaucoup plus en retard que nous sur tous ces changements-là, enfin, ça va nous occuper un moment, mais je suis convaincu qu'à un certain moment,
ben, le mur va être tellement important et que tellement de monde va s'y cogner dedans qu'il faudra qu'ils réagissent. Ça, j'en suis convaincu. Mais quand, comment, euh, dans quelle proportion vont-ils réagir? Ça reste encore des sujets majeurs pour l'avenir de notre terre, tout simplement, hein. Ouais, moi, d'un petit mot, je ne vais pas offrir beaucoup de dialectique et de débat parce que je me retrouve dans beaucoup de choses qui ont été dites par Madame Hébert et Monsieur Banquet. Moi, ce pourquoi on milite au Shift, c'est l'idée selon laquelle la première nation euh, qui saura montrer la voie face à une évolution historique qui est inexorable, non seulement marquera l'histoire à tout jamais, mais aussi se bâtira une résilience, se bâtira une capacité à un avantage historique incomparable, incomparable. Donc nous, on milite constamment, je suis d'accord, l'hémisphère pessimiste de mon cerveau est assez d'accord avec les propos inquiets de Monsieur Banquet à la fin de son intervention, évidemment. Et c'est précisément parce qu'on est inquiet. Donc je pense que on est confronté, pour moi, en tant que société, on est confronté à une crise d'adolescence. C'est-à-dire que, en tant que société, on est très jeune, hein. On a 4, 5 générations depuis qu'on fait l'expérience. Moi, je suis petit-fils de paysans des deux côtés. Mes grands-parents, ils me racontaient ce que c'était la vie avant la voiture, avant le fait d'avoir chaud l'hiver, etc. Donc, c'est pas très loin tout ça. Et en tant que société, on est vraiment voilà, confronté à une- le temps du passage à l'âge adulte, à aux moyens technologiques qui font que aussi on fait démocratie. Parce que si l'abondance, la relative abondance dont on bénéficie en aussi un facteur de paix. Donc il faut préserver tout ça. Donc moi je vois tout ça à la fois comme une crise d'adolescence. Alors des crises d'adolescence qui se terminent mal, malheureusement on en connaît tous, mais elles ne se terminent pas toutes mal. Puis derrière il y a l'âge adulte où on sait que bah non, faut pas brûler la chandelle par les deux bouts, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin voilà, toute cette sagesse qu'on véhicule de génération en génération, elle s'impose. Maintenant, il faut qu'elle s'impose de manière collective. Et puis, moi, l'autre référence que je vois, si on n'aime pas résilience, moi, j'aime bien effort de paix. Il y a beaucoup de références qui sont faites à un effort de guerre. Ce qui est, pour réussir cette transformation bas carbone, hein, je reste là-dessus, hein, évidemment, il y a d'autres problèmes, mais cette transformation inexorable, évidemment, en termes d'investissement, elle est tout à fait comparable à un effort de guerre. La société, à un moment donné, se mobilise pour un objectif commun de survie, mais on n'est pas en guerre. On a cette chance en Europe occidentale de ne pas être en guerre, mais on comprend très bien lorsqu'on voit notamment les impacts du réchauffement climatique sur le bassin méditerranéen ou sur le monde en dessous du Sahel, en dessous du Sahara. On voit très bien qu'on rentre dans un monde où, si on continue comme ça, on va tous se taper dessus. Donc vraiment, pour nous, l'Europe, et en particulier la France, a une responsabilité, un devoir historique. Et je ne suis pas encore résigné au fait qu'on ne soit pas capable de changer l'ampoule au pays des Lumières. Voilà, si vous me permettez cette petite blague. Voilà. Merci. Merci à nos trois intervenants pour les échanges de ce matin. Vous retrouverez dans le fil de discussion également nos prochaines dates. Ce sont des thématiques que nous aurons l'occasion d'aborder à nouveau, notamment autour de l'eau. Et, euh, et bien sûr, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Merci à tous pour Merci être beaucoup. avec vous. Je vous Au souhaite revoir. une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Et au revoir.